Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart, de l'expertise, des débats et des rubriques que vous connaissez bien dans son job. D'abord, aujourd'hui, comment bien vivre son hypersensibilité au travail. Elle touche près de 17 millions de Français et pourtant, dans les organisations, ces salariés hypersensibles en ont souvent honte et tentent de cacher cette sensibilité exacerbée. Mais si elle n'était pas une tare ou une fragilité, mais bel et bien une force, le club des hypersensibles au travail accompagne ses managers et leaders empathiques vers leur plein potentiel. Le livre Smart Job, c'est un road movie que nous propose aujourd'hui Alexandre Pachulski dans son ouvrage Startup Story, le guide pop culture de l'entrepreneuriat. 200 pages où le cofondateur de Talentsoft nous raconte son aventure entrepreneuriale et tous les marqueurs de la culture populaire sont là. À chaque étape, on choisit son équipe façon Ocean Eleven ou encore on s'inspire de Top Gun pour sa culture d'entreprise. Il sera avec nous dans quelques instants. Le cercle des experts, 3 experts aujourd'hui pour 3 sujets d'actualité qui ont retenu notre attention cette semaine. D'abord, les députés qui ont adopté la mesure clé du projet de la réforme de l'assurance chômage, un texte qui ouvre la voie à une modulation de la durée d'indemnisation selon la situation du marché du travail. Toujours sur le chômage, on reviendra également sur ces annonces du ministre du Travail qui veut durcir l'accès à l'indemnisation en cas d'abandon de poste. Et enfin, on parlera de la Belgique qui adopte le travail à la carte. Les employés et fonctionnaires pourront bientôt n'être sur le pont que 4 jours par semaine. Et enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, l'hypercroissance, c'est bien, mais il y a un revers de la médaille à cette frénésie, notamment en termes de ressources humaines. Et oui, quand on voit ces effectifs multipliés par 2 ou par 3 en quelques semaines, continuer d'assurer le développement, intégrer ces nouvelles recrues et maintenir une cohésion d'ensemble n'est pas une mince affaire. Une spécialiste du recrutement et de l'accompagnement des startups en pleine croissance nous dira tout des erreurs à éviter. Et on commence donc, comme promis, par bien dans son job. Bien dans son job, c'est aussi bien vivre son hypersensibilité. Souvent moquée, surtout en entreprise, elle touche pourtant aujourd'hui près de 17 millions de Français. Ces personnes très vulnérables au surmenage émotionnel, mental et physique sont alors contraintes de cacher ou même refouler leurs émotions, tandis que bien accompagnée, l'hypersensibilité peut constituer une vraie force, notamment en termes de management. On en parle avec une spécialiste du sujet, Sophie Glerg, conférencière et formatrice, CEO d'Amescience et fondatrice donc du club des hypersensibles au travail. Elle nous accompagne en visioconférence. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Question simple, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette question de l'hypersensibilité ? En fait, j'étais quelqu'un qui avait plutôt une vie tranquille, j'ai envie de dire, une enfance avec plutôt des réussites. J'étais sportive de haut niveau, j'étais plutôt bonne en classe. Et quand je suis arrivée dans le monde du travail, au bout de très peu de temps, j'ai fait un burn-out. Et ça m'a paru vraiment très bizarre pour quelqu'un qui avait une capacité de travail élevée et des performances physiques aussi élevées. Donc, j'ai commencé à explorer qu'est-ce qui m'arrivait à ce moment-là et qu'est-ce qui était dû, quelle avait été la cause de tout ça. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition de l'hypersensibilité et nous dire d'ailleurs s'il existe peut-être plusieurs niveaux ? Alors bien sûr, il existe plusieurs niveaux et même j'ai envie de dire, il y a autant d'hypersensibilité qu'il y a d'hypersensibles. Il faut faire attention sur cette notion, on n'est pas tous exactement pareils. La définition pour moi, c'est simplement un ensemble de caractéristiques à la fois émotionnelles, sensorielles et intellectuelles qui diffèrent légèrement de la moyenne des gens. Donc ça, c'est pour la partie théorique, la partie définition. En pratique, c'est ce que vous disiez. Quelles conséquences cette sensibilité exacerbée peut-elle avoir dans le monde professionnel ? Alors en fait, ces caractéristiques-là, c'est que, en fait, on perçoit. C'est comme si on avait plus de capteurs, plus d'antennes. On perçoit plus de détails sensoriels, plus de détails émotionnels, plus de détails mentaux, intellectuels, cognitifs, et on les amplifie en plus. Donc c'est pour ça, comme vous l'avez super bien dit, ça peut être
ça peut nous rendre plus vulnérables au surmenage. Que ce soit en général, le burn-out, c'est un surmenage qui se fait sur ces trois sphères, intellectuelle, sensorielle et émotionnelle. Donc les conséquences, c'est que en général, on le camoufle parce que ça ne fait pas partie des codes de l'entreprise. On est plutôt dans des codes hyposensibles dans l'entreprise, de manière historique. Donc, comme on perçoit ce qu'on attend de nous, on va s'adapter et se mouler. Et tant qu'on a une capacité d'adaptation qui est grande, tant qu'on se ressource régulièrement, finalement, il n'y a pas tellement d'impact. Il y a plein d'hypersensibles qui vivent très très bien ça et pour lesquels c'est même pas un sujet. Ils le savent d'ailleurs même pas qu'ils sont hypersensibles. Là où ça devient problématique, c'est quand effectivement ils n'ont pas de période de ressources suffisamment grande et qu'il y a un déséquilibre qui s'opère entre cet ensemble de perceptions fortes et le fait qu'ils ne ressourcent pas leur système nerveux. Et alors là, ils vont sentir de l'anxiété, ils vont sentir du surmenage, de la fatigue. Souvent, ils ont des baisses d'énergie. Voilà. Et ça peut aller jusqu'à des arrêts de travail, des burn-out, voire pour certains des suicides malheureusement. Est-ce que l'hypersensibilité elle est reconnue au sein des organisations aujourd'hui comme peuvent l'être d'autres caractéristiques psychologiques ? Alors, ce n'est pas reconnu aujourd'hui par la médecine et par la psychiatrie, de fait, parce que ce n'est pas pathologique, ce n'est pas une maladie, c'est vraiment sur le spectre de la sensibilité, être un peu dans un extrême du spectre, mais toujours dans la normalité, toujours dans ce qui est considéré comme la santé mentale. Ce n'est pas du tout des pathologies de type bipolarité, borderline, etc. C'est vraiment, on est dans la normalité, mais on est juste les 20%. Il y en a qui disent 30% même, les plus sensibles, dont le système nerveux est le plus réactif et dont la pensée est un peu arborescente et on va avoir une capacité à capter du détail. Et une idée en emmène plusieurs et parfois, si on ne sait pas bien se canaliser et communiquer de manière puissante, eh bien en fait, on peut être un peu embrouillé. Donc ça peut être un défaut, mais ça peut être aussi une qualité. Comment vous les accompagnez, ces hypersensibles, aujourd'hui, pour aller, c'est ce que je disais en préambule de cette émission, finalement atteindre leur plein potentiel, puisque vous, en effet, vous ne parlez pas de fragilité, mais bel et bien de force aujourd'hui, mais encore faut-il qu'elle soit bien accompagnée, cette hypersensibilité. Oui, parce que par rapport à tout ce qu'on a dit, en fait, l'hypersensibilité en soi n'est jamais un problème. Ce qui est un problème, c'est un hypersensible qui s'utilise mal ou qui est mal utilisé ou qui est baigné dans un environnement qui ne lui convient pas. Un hypersensible qui sait se gérer, qui sait comprendre comment il fonctionne et qui est dans un environnement porteur, va plutôt avoir des performances intéressantes. Donc l'idée, c'est déjà de faire prendre conscience à tous ces managers, à tous ces leaders ou à ces futurs leaders, parce qu'il y en a beaucoup qui malheureusement plafonnent dans l'entreprise parce qu'ils ont ce sentiment que ce serait vraiment trop s'ils passaient à l'étape du dessus, et donc eux-mêmes se sabotent ou eux-mêmes ne veulent pas évoluer dans l'entreprise. Et donc c'est de leur faire prendre conscience de tout ça, de leur faire prendre conscience de comment ils fonctionnent, comment remettre à niveau leur système nerveux pour se ressourcer, pour ne pas être dans la zone orange, rester dans la zone verte, comment certaines interactions avec certaines personnes vont les surstimuler et vont être nocives pour elles, comment elles peuvent s'organiser avec des plages de ressourcement régulières, comment elles peuvent communiquer pour faire entendre leurs besoins sans passer pour des chipoteurs ou des capricieux. Voilà, c'est tout un tas de compétences, en fait, de savoir-faire et de savoir-être dans l'entreprise à apprendre et à savoir poser des limites, en fait. Et donc, très rapidement, vous proposez donc des formats de formation, justement, à ces hypersensibles au travail. Très rapidement, expliquez-nous en quoi ils consistent. Alors en général, on a plusieurs parcours suivant là où en sont les personnes. Si elles ne comprennent pas du tout leur hypersensibilité, qu'elles sont totalement submergées émotionnellement, on a un premier parcours. Et ensuite, si elles sont déjà managers, leaders, mais qu'elles souffrent, on a un deuxième parcours. Et ce sont simplement des accompagnements sur 6 mois où on allie du coaching individuel, de la formation théorique, des accompagnements de groupe et voilà, des exercices pratiques à mettre en œuvre pendant ces 6 mois. Merci beaucoup Sophie Glerc de nous avoir accompagnés aujourd'hui à distance. Je rappelle, vous êtes conférencière et formatrice, fondatrice donc de ce club des hypersensibles au travail. Merci beaucoup d'être venue nous en parler aujourd'hui dans Smart Job. Tout de suite, un voyage dans l'univers de l'entrepreneuriat dans le livre de Smart Job.
Et si l'entrepreneuriat était en fait un voyage, un road trip semé d'embûches, d'imprévus, mais aussi de belles rencontres? C'est en tout cas comme ça qu'Alexandre Pachulski a voulu raconter son parcours d'entrepreneur dans ce livre, Startup Story, le guide pop culture de l'entrepreneuriat aux éditions Diathéno. Pourquoi pop culture? Parce qu'il nous fait vivre toutes les étapes de son aventure entrepreneuriale façon culture populaire. On choisit son équipe comme dans Ocean 12 ou encore on s'inspire de Top Gun pour sa culture d'entreprise. Il est notre invité Alexandre Pachulski, cofondateur de Talentsoft et auteur donc de ce livre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Job. Ma première question est assez simple, c'est-à-dire pourquoi ce guide-là et pourquoi de cette manière-là? Pourquoi la raconter comme ça? Le guide, il y en a eu beaucoup. Mais en fait, quand on vit une aventure de 15 ans, on a, si ce n'est à cœur de raconter ce qu'on a vécu, on a à cœur de raconter ce qu'on a appris. Et ça a vraiment été le point de départ, la motivation d'écrire ce livre. Et c'est le 3e livre que j'écris en me référant largement à la pop culture. Là, je l'ai fait en puisant plus largement dans la musique et le cinéma, alors que d'habitude, c'était que le cinéma. Parce que en fait, quand on a envie de transmettre une idée, partager quelque chose, il faut sortir un peu de l'élitisme. Il faut sortir parfois des tours d'ivoire ou des champs lexicaux ultra consanguins. Et je voulais parler à tout le monde. Et il me semble que la culture populaire, par définition, permet d'utiliser un imaginaire commun, collectif, qui nous touche en plus. C'est très émotionnel et je crois que mener une aventure comme une entreprise, c'est émotionnel. Un imaginaire, presque une fiction, parce que vous appelez ça un guide, on pourrait presque appeler ça un roman, finalement. Oui, le problème, c'est que pour que ce soit un roman, il faut un héros, il faut une quête, et je voulais pas me scénariser comme le héros de mon roman, donc... c'est un roman, c'est pour ça que je le compare d'ailleurs. Je dis que c'est un road trip, il y a 1000 métaphores possibles. C'est qu'une entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est une quête, c'est un problème qu'on a identifié avec une ou des personnes, en l'occurrence nous ça a été 3 au démarrage et puis plus de 600 par la suite, qui ont à cœur de mener à bien cette quête. Et tout roman, tout film, toute œuvre et toute entreprise finalement voit l'attention naître de tous les obstacles qui vont apparaître, et le film sera plus ou moins réussi, plus ou moins intéressant selon la façon dont le ou les héros vont aborder ces obstacles. Mais finalement, c'est extrêmement proche. Est-ce que tous ces parallèles vous sont apparus comme une évidence, ou est-ce qu'il a fallu des fois en chercher des comparaisons? Là, je parlais de la culture d'entreprise version Ocean 12, version Top Gun, la culture d'entreprise. Est-ce qu'ils vous sont apparus comme ça ou... Il y a grosso modo 56 sous-chapitres. Je vous mentirais à vous dire que j'avais 56 exemples clairs tout de suite en tête. Parfois, j'ai dû travailler un peu pour savoir ce qui était pertinent. Parce que le problème, c'est que parfois, j'avais 5 références pour un sous-chapitre et j'en avais pas pour l'autre. Mais en fait, ça fait... depuis 2010, je tiens un blog. Sur ce blog, je me suis largement inspiré déjà du cinéma, des séries. Je donne beaucoup de conférences où je ne prends que des images de films, de séries. Donc, disons qu'après plus de 15 ans, j'avais quand même quelques références. Et c'est vrai que vous regardez une série comme Ted Lasso, c'est vraiment une référence en la matière sur la façon de créer une culture d'équipe et une alchimie. Vous regardez des séries très intelligentes aujourd'hui. Il y a eu Suits il y a bien longtemps, mais il y en a plein d'autres aujourd'hui sur le management qui sont passionnantes. Et puis, quand vous avez envie vraiment de toucher les gens aussi émotionnellement, d'aller parler d'artistes comme Björk, qui ont su faire valoir leur singularité et parfois imposer un regard contre une industrie, c'est un bon parallèle pour expliquer à quelqu'un qui conçoit un produit qu'il ne faut pas toujours écouter les normes en vigueur. Donc je trouve ça vraiment, ça aide vraiment à ciseler une réflexion. Je crois que ça n'a pas été trop difficile quand même, parce que la pop culture est extrêmement inspirante, je trouve. Plus qu'une start-up story, c'est une success story quand même que vous nous racontez ici. Talentsoft, c'est 15 ans de croissance, 600 collaborateurs, vous le disiez, 11 millions d'utilisateurs, près de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Moi, j'ai une question pour vous, Alexandre Pachulski. Quelle place vous laissez à l'échec dans cet ouvrage aussi, qui fait partie, je crois, intégrante même de la vie de tous les entrepreneurs? À moins d'être complètement mégalo, je crois que la plupart des entrepreneurs que je connais
sont plutôt dans la reconstruction de scènes qu'ils ont vécues comme des échecs, comme le fait de s'enorgueillir sur leur succès. En fait, des échecs, on a l'impression de connaître que ça. Parce qu'on a, oui, atteint un but. Oui, voilà, tout est bien qui finit bien, on va dire. Pas toujours de la façon à laquelle on avait pensé. On avait pensé à réaliser des choses qui ne se sont pas réalisées. On a embauché des gens qui se sont avérés ne pas être les bonnes personnes pour l'aventure. À l'inverse, on n'a pas su en garder d'autres, on n'a pas su garder certains clients, on n'a pas su vendre certains produits. Donc moi, je ne parlerai pas de regret, mais j'ai l'impression qu'on a échoué dans beaucoup d'entreprises. La question, c'est qu'est-ce qu'on en a fait? Et ce qui était intéressant chez nous, en tout cas, qu'on a réalisé ça en culture, on ne l'a pas inventé, c'est la fameuse organisation apprenante, c'est de se dire, bon, on ne pourra pas s'empêcher de se prendre des murs. Par contre, on doit s'imposer de se demander à chaque fois, ensemble, OK, qu'est-ce qu'on en retire et comment éviter le prochain? Alors, dès qu'on a appris quelque chose, il y aura un prochain mur, et donc c'est sans fin. Et je crois que le problème, ce n'est pas l'échec, le problème, c'est l'acceptation de l'erreur. Dès qu'on parle du mot échec, il y a un aspect presque punitif, à se flageller. Personne n'est heureux de connaître un échec. Alors que connaître des erreurs, c'est Edison qui disait je n'ai pas échoué, j'ai réussi à trouver 1000 chemins qui n'avaient pas abouti. C'est une façon poétique de dire qu'en fait, il n'y a qu'une façon d'arriver au chiffre que vous venez de donner, c'est de se planter beaucoup. Mais il faut essayer d'apprendre un peu plus que l'on s'est planté et ériger ça vraiment en valeur et le mettre dans les objectifs aussi des gens. C'est-à-dire les obliger à tenter des choses et que quand ils se plantent, pas leur dire du coup tu comprendras bien que je te retire ton bonus, mais pourquoi pas dire t'as tellement rien tenté que je peux pas te donner tes 100% de bonus. Voilà, c'est un changement de mentalité. Pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, et ce sera ma dernière question puisqu'il nous reste très peu de temps, donc l'ambition avec ce livre, c'était quoi? De donner envie de créer son entreprise, c'est ça? De ne pas parler aux startups, aux start-upers, aux créateurs d'entreprises peut-être qui sont déjà dans ce milieu-là, d'en amener d'autres? Au-delà de ça, c'est que toutes les personnes qui sont en responsabilité d'équipe, que ce soit des entrepreneurs, mais ça peut être des dirigeants, ça peut être des managers, c'est de faire passer finalement deux messages extrêmement simples. C'est que tout ce que je peux raconter là-dedans, on ne le doit qu'à une et une seule entité, ce sont les gens. Les clients, collaboratrices, partenaires, il n'y a que les gens qui font réussir une entreprise. Ce n'est pas les produits, les process, tout ce que vous voulez, parce que les gens sont derrière tout ce que je viens de citer. Et la deuxième chose, c'est prendre conscience qu'à partir du moment où on fait un pas, on a une responsabilité. Et donc aujourd'hui, il me semble que compte tenu de ce qu'on est en train de vivre, on a la responsabilité de choisir un but, une quête, comme je le disais, qui servent quand même le bien commun et pas uniquement ses propres intérêts, qu'ils soient financiers, égotiques ou ce que vous voulez. Et donc, j'aimais l'idée de faire passer cette notion un peu de responsabilité du dirigeant ou de l'entrepreneur comme quelque chose vraiment dont il faut se rappeler tous les matins quand on part au boulot. Je crois que le message est passé dans ce livre et sur notre plateau. Merci beaucoup Alexandre Pachulski d'être venu nous voir aujourd'hui sur le plateau de Smart Job. Je vous rappelle, vous êtes évidemment le cofondateur de Talentsoft et donc auteur de ce livre Startup Story, le guide pop culture de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite dans le cercle des experts. On va parler d'assurance chômage et de la semaine des 4 jours. À tout de suite. De retour dans Smart Job, 3 experts nous ont fait le plaisir de nous rejoindre pour décrypter l'actualité emploi de ces derniers jours. Pascale Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner. Jean-Michel Garrigue nous accompagne également, directeur associé en charge des RH chez BLB Associés. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Olivia Copin nous accompagne également, fondatrice du cabinet Just Business, enseignante évidemment aussi, on le sait, au CELSA. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Olivia, merci beaucoup de nous accompagner. On revient d'abord, si vous le voulez bien, sur cette réforme explosive de l'assurance chômage. L'Assemblée nationale s'est prononcée cette semaine en faveur d'une modulation selon la conjoncture, c'est-à-dire une modulation de la durée d'indemnisation selon la situation du marché du travail, plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus, plus généreuse quand le chômage est élevé. Un premier article du projet de loi qui fait évidemment grincer les dents la gauche, notamment la NUPES qui dénonce un texte qui déclare la guerre
aux chômeurs. Jean-Michel Garrigue, l'exécutif défend l'urgence de la mise en place de cette réforme en raison des difficultés de recrutement, notamment. Comment cette réforme de l'assurance chômage peut-elle répondre aux tensions de recrutement dans certains secteurs ? C'est une bonne question, et j'avoue que... C'est ce qui est mis en avant aujourd'hui par l'exécutif. Alors, en fait, c'est vraiment une innovation totale, c'est-à-dire il n'y a plus uniformisation dans les souhaits du gouvernement de versement de l'allocation de chômage, qui pourra dépendre de nombreux facteurs comme le secteur d'activité, la région qui est beaucoup évoquée. Ce qui m'a beaucoup fait sourire, c'est que le ministre du Travail a dit qu'en fait, on allait faire beaucoup de choses pour essayer d'éviter de toucher au montant même de l'indemnité. Or, c'est pourtant bien ce qui est en jeu, c'est de dire ce qu'on peut jouer sur quoi. On peut jouer sur la durée de perception, on peut jouer sur les critères d'allocation, mais il faudra bien à un moment donné aussi jouer sur le montant si on veut faire varier ça en fonction d'indicateurs comme le secteur d'activité ou la région. Personnellement, je ne suis pas très convaincu par le projet, enfin du moins sur cet aspect-là. Et il faut dire que je ne suis sans doute pas le seul, puisque vous avez vu que, en fait, le subterfuge du gouvernement va être assez classique, mais produit toujours ses effets. En fait, on va faire une loi pour proroger le régime d'assurance chômage actuel de 2017 qui se termine le 1er novembre. Et c'est une fois qu'on aura prorogé, soit on mettra des articles complémentaires dans la loi, soit on fera des décrets après la loi pour modifier les critères que l'on viendra juste de prolonger pour une durée supplémentaire. Évidemment, les oppositions qui se font jour au Parlement sont à l'origine de ce projet. Pascal Joannin, on complexifie totalement l'indemnisation chômage, là, ici, en tout cas. Alors, ça n'a jamais été harmonisé complètement dans tous les pays européens. À chaque situation, vous savez que les politiques sociales restent beaucoup du domaine des États membres. On n'a jamais mis beaucoup d'Europe sociale. Il y a quand même eu des petites pistes qui sont en train d'être faites, mais chacun fait son quant à soi. Alors c'est vrai que Jean-Michel l'a dit, il y a le montant de l'indemnité. Bon, tous les pays ont un montant d'indemnité. Alors il y en a qui sont plus ou moins forts, etc. Il y a le pourcentage, en effet, de ce qu'était le salaire de référence, qui n'est pas toujours le même. Et puis, il y a une décroissance ou une dégressivité, comme on dit à Bruxelles, en fonction de la période. Il y a la durée. On sait qu'on est un système plutôt favorable en France, alors que dans certains pays européens, il y a un moment donné, il va falloir se chercher soi-même un travail si on ne veut pas être... parce qu'il n'y en aura plus rien. Mais ça, d'y ajouter l'aspect conjoncture du marché de travail, ça existe dans certains pays européens ? Pas encore. C'est plus en effet sur des durées et sur des dates à laquelle pour qu'en effet on comprime un petit peu et qu'on incite plutôt, dans les pays européens, c'est une incitation à reprendre le travail. C'est-à-dire qu'il y a un accident, on vous dédommage pendant un moment, mais c'est un dédommagement qui est relativement court pour pouvoir en effet repartir, le temps de faire une formation, éventuellement de chercher un changement géographique, une mobilité, etc. Mais c'est pas quelque chose qui est de long terme. Le problème qu'on a en France, si j'ai bien compris, c'est un chômage de longue durée et en effet une indemnisation qui est de temps en temps pousse à ce qu'on se pose la question si en effet on a vraiment incité à reprendre du travail et si on n'est pas plutôt perclus à des subventions ou des aides qui font que on est plutôt assisté que actif. Olivia Copin, est-ce que cette réforme-là, ce volet de la réforme, peut, selon vous, répondre aux tensions de recrutement dans certains secteurs ? C'est vraiment compliqué parce que je pense que déjà cette réforme, elle pose quand même une rupture d'égalité quand même entre les citoyens. On cotise tous de la même manière pour, en cas d'accident de la vie, on puisse être accompagnés. Et là, on se rend compte qu'on va tous cotiser. Puis finalement, les indemnités, on va les recevoir en fonction de la région où on habite, en fonction du secteur dans lequel on évolue. Je pense qu'il y a aussi quand même un critère majeur au-delà de la conjoncture qui fait qu'on n'arrive ou pas à trouver un travail plus facilement, c'est notre niveau d'études, c'est notre niveau d'éducation. Donc ça aussi, comment le prendre en compte ? Je pense que la plupart des postes des postes qui ne sont pas pourvus, les difficultés de recrutement sont avant tout liées à un problème de formation. Donc je ne sais pas si on s'attaque vraiment en fait à la bonne équation du problème. Je pense qu'il faut d'abord s'assurer que
au lieu de faire une indemnité à la carte au cas par cas, déjà peut-être former les personnes au cas par cas. Nous, on a déjà fait des formations, notamment auprès de prestataires qui accompagnent les personnes pour retrouver un emploi, et on se rend compte que souvent, les personnes reçoivent des formations alors qu'elles sont déjà ultra diplômées, elles ont un bac plus 5, donc elles n'ont pas besoin d'être formées, alors que d'autres qui sont vraiment à la traîne, un peu les oubliés du marché, qui aimeraient être formés, ne le sont pas. Donc je pense qu'il y a plus quelque chose à faire sur l'aspect formation. Ça me paraît très compliqué à mettre en place. Alors, en plus, du télétravail, c'est-à-dire des gens qui ont des postes sur Paris, mais qui télétravaillent sur Marseille. Je ne sais pas si ça va vraiment dans le sens du... Voilà, On y croit moyen, en tout cas j'ai l'impression pour l'instant sur le plateau. Deuxième sujet, toujours sur cette question du chômage, le gouvernement qui envisage cette fois de priver les salariés d'allocations en cas d'abandon de poste. L'amendement a été voté ce mercredi. Jusqu'ici, en cas d'abandon, donc pour rappel, le salarié pouvait toucher des allocations chômage comme lors d'une rupture conventionnelle, ce qui n'est pas le cas, on le sait, dans la plupart des démissions. Ce serait pour l'exécutif un moyen ici déguisé de mettre fin à un contrat, car il comporte des avantages. Jean-Michel Garrigue, des avantages pour qui ? Le salarié, l'employeur, les deux, cet abandon de poste? Ce sont des situations qui, aujourd'hui, ont tendance à se multiplier. Alors, l'avantage, si je puis dire, c'est qu'elles se multiplient assez rapidement. C'est-à-dire que ce sont des gens, beaucoup de jeunes notamment, qui prennent des postes et qui, dans les premières semaines, ou voire les premiers mois de l'activité, un jour ne reviennent plus. Alors effectivement, il y a un point qui est incontestable, c'est qu'un employeur qui constate un abandon de poste est obligé d'entreprendre une procédure de licenciement à l'encontre de son collaborateur, généralement pour faute grave, puisque le collaborateur agit, comment dirais-je, sciemment pour ne pas exercer son activité professionnelle. Et donc, en tant que licencié, il a droit aux allocations de chômage, puisque quel que soit le motif de votre licenciement, que ce soit pour cause réelle et sérieuse, pour faute grave ou faute lourde, vous avez droit aux mêmes allocations de chômage ailleurs. Il n'y a pas de dégressivité ou de pénalité. Et le démissionnaire, lui, sauf des cas assez précis comme la mutation géographique, lui n'a pas le droit d'indemnité. N'a pas le droit aux allocations de chômage. Donc du coup, effectivement, ça crée... C'est une forme d'injustice ? Alors, il y a toujours des cas particuliers qu'il faut bien prendre. Mais il est vrai que de ce point de vue-là, enfin moi qui étais DRH pendant de très nombreuses années, c'est vrai que je ne peux pas considérer que l'abandon de poste qui aujourd'hui a tendance à devenir plus fréquent, il était quand même relativement rare. L'abandon de poste avant, c'était vraiment une situation que moi j'ai rencontrée dans ma vie professionnelle relativement rarement. Alors qu'évidemment les démissions, on les rencontre très fréquemment. Donc d'adapter une évolution de la réglementation à une évolution des mœurs, si je puis dire, et le fait que les abandons de poste soient plus fréquents, moi personnellement, je trouve ça assez logique, en tenant compte du fait qu'il faut évidemment prévoir des cas particuliers, exactement comme on prévoit que des démissions justifiées puissent donner lieu aux perceptions d'allocations de chômage. Il peut y avoir des abandons de poste pour des questions de sécurité, par exemple, qui là demande aussi à ce que le salarié soit protégé vis-à-vis d'une démarche de l'employeur constatant l'abandon de poste. Et à l'inverse, ceux qui seraient provoqués par l'entreprise, il y a aussi des abandons de poste pour des salariés, par exemple, pour des raisons de sécurité, qui ne se sentent pas en sécurité, qui abandonnent leur poste. Là, la situation est évidemment différente, Olivia Copin. Oui, là, pour le coup, je mettrai quand même un gros bémol sur cette proposition, parce qu'en fait, dans la réalité, on n'abandonne pas son poste de gaieté de cœur. C'est-à-dire qu'en général, ça recouvre derrière quand même une situation de souffrance, d'échec. C'est souvent parce que l'employeur ne veut pas donner une rupture conventionnelle. Donc finalement, au bout d'un moment, le salarié se retrouve contraint à abandonner son poste parce que soit il est en souffrance, soit qu'il y a quand même un problème en général managérial. Il y a une souffrance souvent quand on regarde concrètement comment ça se passe. Et puis surtout, c'est pas comme s'il avait le chômage comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette procédure de licenciement qui doit être déclenchée. Elle peut prendre des mois parce que c'est au bon vouloir de l'employeur. Donc c'est quand même plus souvent des situations de souffrance. Donc quand on voit un peu les arguments dans la presse qui disent qu'à partir du moment où on quitte volontairement son travail, finalement, c'est normal de ne pas avoir l'allocation. On peut être volontairement, ça peut être aussi contraint, quoi. Parfois, on peut être volontairement contraint à quitter son travail. Donc, c'est quand même, je mettrais quand même
un gros warning sur cette proposition. Sachant que cet amendement arrive au moment où une étude, un rapport du ministère du Travail nous apprend qu'au moins 25% des salariés éligibles ne recourent pas aujourd'hui à l'indemnisation. Pascal Joannin, sur cette question-là, est-ce que c'est une réponse adaptée aujourd'hui, cet amendement, ce projet-là, sachant que, comme le disait Jean-Michel Garrigue, peut-être que c'est un phénomène qui augmente, on n'a pas vraiment de chiffres là-dessus. On ne sait pas si c'est vraiment un phénomène d'ampleur aujourd'hui dans les entreprises. On a en effet des comportements, plus que des mœurs, des comportements où en effet le travail n'est plus le centre de la vie de beaucoup, notamment chez les jeunes. Il n'y a pas cette fidélité, il n'y a pas cet engouement. Si la question a du sens, si l'entreprise a des valeurs, là pour le coup, on va s'y sentir impliqué, etc. Et donc, il n'y a pas une obligation, le contrat de travail est un peu moins solide chez eux que chez des vieilles, pas des générations plus anciennes. Et donc, ils changent de travail plus facilement parce qu'en plus, bon, ils ont, pour ceux qui peuvent le faire, bien évidemment, il y a aussi des cas particuliers, mais ils pensent en effet qu'ils vont pouvoir trouver très facilement, etc. Et ils s'en vont. Et ils ne vont surtout pas prendre la fiche Pôle emploi que l'employeur doit remettre aux salariés qu'ils démissionnent, etc. Parce qu'ils ne vont pas y aller. Ça explique en effet le nombre de gens qui ne vont pas chercher leurs indemnités parce que on dit que c'est trop compliqué, je ne suis pas certain que ça soit le cas, mais parce que sinon, eux, ils pensent qu'ils n'en ont pas besoin, qu'ils vont trouver. Vous avez aussi des gens qui ont des passions dans la vie, qui vont travailler à un moment donné dans un pays, il faut quand même le rappeler, en France, où les salaires ne sont pas quand même misérables, etc. Il y a des conditions sociales, et qui vont se mettre en congé à une certaine période pour aller faire de l'humanitaire, des choses dans un pays, etc. Et ce qu'ils vont avoir gagné pendant un court laps de temps va leur permettre de vivre sans travailler avec un emploi pendant un autre laps de temps. Donc on voit que c'est une évolution sur le marché du travail où en effet pour les DRH ça doit être très compliqué parce que vous avez ces petits jeunes des fois talentueux, brillants, etc. mais qui vont vous voler dans les doigts assez rapidement. Alors souvent ils démissionnent quand même plutôt qu'ils abandonnent leur poste. Mais voilà, c'est une situation donc il faut voir en effet. Est-ce qu'il y a besoin de légiférer sur tout ? C'est une grande question qu'on a en France. On va terminer là-dessus. Enfin, on parle régulièrement dans cette émission, on en parle régulièrement dans cette émission, la fameuse semaine de 4 jours. Beaucoup en rêvent, la Belgique l'a fait. Nos voisins viennent d'acter la possibilité de passer en semaine de 4 jours pour les salariés et les fonctionnaires qui en feront la demande. On ne travaille pas moins, attention, mais on concentre ses heures hebdomadaires sur 4 jours. Jean-Michel Garrigue, dans certains pays d'Europe, dont la France, certaines entreprises testent déjà depuis quelques années cette semaine de 4 jours. Est-ce que c'est un symbole fort de l'avoir adopté aujourd'hui par la Belgique ? Alors, bon, c'est une possibilité qui est offerte. Il y a une chose qui est un peu compliquée à comprendre, c'est en quoi la semaine de 4 jours va aider à résorber le chômage et aller vers le plein emploi, qui est un des objectifs de la Belgique en adoptant la semaine de 4 jours. Que ça soit davantage conforme à l'évolution des mœurs, comme je l'indiquais tout à l'heure, où ça permet d'avoir des week-ends de 3 jours ou un jour de coupure dans la semaine pour s'occuper des enfants ou quelque autre raison que ce soit. Donc, c'est vrai que ça s'adapte aux attentes des salariés. Ça, on peut parfaitement le comprendre. En revanche, que la Belgique adopte la semaine de 4 jours en disant ça va aider à résorber le chômage, ça présuppose à ce moment-là que l'employeur, pour maintenir une amplitude de travail, va embaucher des collaborateurs supplémentaires pour travailler les jours qui auront été libérés par ceux qui auront adopté la semaine de 4 jours et ainsi permettre d'avoir un effet réel sur la population des demandeurs d'emploi. Est-ce que les entreprises vont le faire ? C'est travailler, c'est une complication quand même assez importante en matière d'organisation, surtout pour des entreprises de production. Pour des entreprises de services, c'est évidemment moins le cas, mais des entreprises de production, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, j'attends de voir, et je dis ça vraiment sans arrière-pensée, j'attends de voir ce que pourra être l'impact de l'adoption de la semaine de 4 jours. On ne le verra évidemment que dans 2 ou 3 ans, de voir si ça a véritablement un effet et si les entreprises qui constatent que des salariés dans leur effectif choisissent cette solution, eh bien, vont embaucher d'autres collaborateurs, pardonnez-moi l'expression, pour combler les trous là où des heures de travail auront été libérées. Olivia Copin, sur cette forme de flexibilité du travail de nos voisins, votée par nos voisins européens.
Pour moi, c'est vraiment une révolution. Là, Ouais. on est vraiment dans le changement de mindset, c'est-à-dire qu'on part du principe que c'est... Ouais, c'est un changement de prisme, là. Ah, mais complètement. Mmh. Là, on part du principe que... En fait, et puis du coup, c'est systémique. Hein. Vous changez un acteur, tout le système change. Hein. Donc là, vous partez du principe que le salarié, aujourd'hui, va être capable de comprendre, d'anticiper sa charge de travail d'une semaine à l'autre, parce que c'est ce que j'ai compris, c'est-à-dire on peut travailler 4 jours, une semaine, voilà. Donc du coup... déjà, ça donne un équilibre, effectivement, comme vous le disiez, Jean-Michel, sur la vie perso et la vie pro, mais surtout, ça va complètement changer le rapport au travail. C'est-à-dire que je ne sais pas si ça va permettre de créer plus d'emplois, mais en tout cas, on va être plus fidèle à cet emploi parce qu'il va s'insérer davantage dans notre vie personnelle. Et puis surtout, ça va autonomiser les gens, ça va leur permettre de se sentir plus responsables, et ça va complètement aussi changer la place du manager. On est quand même loin du présentéisme. Ça veut dire que le rôle du manager, ça va plus être d'être le petit chef qui va essayer de savoir qui fait quoi, quand, etc. Mais on va passer sur une autre forme de management. Donc je pense qu'effectivement, ça va être un casse-tête pour les RH, ça c'est clair. Mais ça donne quand même une idée déjà de ce que pourrait être le marché du travail de demain. Moi, je pense qu'honnêtement, la tendance va vers ce type de flexibilité. Pascal Joannin, très 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 rapidement, cela peut emboîter le pas à d'autres pays, selon vous? Enfin, c'est un marqueur fort, voilà, que la Belgique le fasse aujourd'hui. Alors, vous parlez de la Belgique, il a introduit en effet par une disposition législative la semaine dernière. Il y a, alors, c'est pas... il n'y a aucun pays qui l'a fait complètement. C'est-à-dire que c'est plutôt des entreprises dans des secteurs qui font des tests pour voir en effet si c'est viable. En France aussi. Hein. Voilà, en France aussi. Donc en Allemagne, au Royaume-Uni, qui n'est pas dans l'Union européenne mais qui est en Europe, on a en effet des entreprises, et pas n'importe lesquelles. Il y en a certaines qui sont des très grosses entreprises, plus que des petites d'ailleurs. C'est plus facile peut-être de tester des choses. Et à part l'Islande, qui a trouvé que c'était très positif, mais les Islandais, c'est des pays du Nord, très disciplinés, etc. Parce qu'il faut quand même rappeler, et vous l'avez dit, c'est que la durée du travail reste la même. C'est-à-dire qu'il faut faire en 4 jours ce que vous faisiez en 5. C'est-à-dire que si vous êtes à 40 heures, qui est plutôt la moyenne européenne que 35, ça veut dire que vous travaillez 10 heures par jour, au minimum 9h30, 4 jours par semaine. Donc c'est quand même aussi une charge de travail, parce que si vous ajoutez des transports, un éloignement géographique, etc. Et si le salarié le veut bien. Voilà. Donc est-ce qu'il y gagne, en effet, à avoir une journée off pour s'occuper de ses vieux parents, de ses jeunes enfants, ou d'une passion qui l'intéresse, etc., ou d'une vie, voilà. Mais voilà, ça veut dire aussi que lui est capable de pouvoir... Et ça, est-ce que sur la santé ou sur les trucs, au-delà du management des RH, est-ce que c'est bon pour le salarié qui en effet... Il y a un compte sur la durée, mais pas sur le... Et puis, en effet, il y a des modulations. On peut travailler 4 jours une semaine, pas la semaine d'après. Donc, en matière de gestion des ressources humaines, à mon avis, il y en a qui vont s'arracher les cheveux. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus débattre aujourd'hui dans Smart Job. Pascal Joannin, je rappelle, vous êtes la directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Jean-Michel Garrigue également, merci de nous avoir accompagnés. Directeur associé en charge des RH de BLP Associés. Merci Jean-Michel. Olivia Copin, merci à vous, fondatrice du cabinet Juste Business, enseignante au CELSA. Merci beaucoup. Merci à vous. On termine cette émission comme chaque jour par Fenêtre sur l'emploi. Dans Fenêtre sur l'emploi, aujourd'hui, un challenge RH immense à relever pour les organisations, celui de l'hypercroissance. C'est évidemment une bonne nouvelle pour votre entreprise, mais très vite, vos effectifs peuvent être multipliés par 2 ou par 3. Continuez d'assurer le développement de votre business, intégrer des nouvelles recrues, maintenir une cohésion d'ensemble et faire avancer tout le monde dans le même sens n'est pas une mince affaire. Quelques conseils s'imposent donc avec une spécialiste du recrutement et de l'accompagnement RH en start-up, Ignition Programme. On reçoit sa CEO et fondatrice, Caroline Paillou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Job. Ma première question est assez simple. Juste comment on reconnaît une entreprise en hypercroissance ? Les chiffres. Ouais. Souvent les chiffres de recrutement. Le nombre de personnes que l'on va absorber d'une année sur l'autre. Je dirais qu'à partir de x2, on commence à être en forte croissance. Il y en a qui font beaucoup plus. Il y en a qui font x5. Voilà. Pourquoi Ignition Programme accompagne-t-elle ces startups dans leur recherche de talent, donc, au moment même où elles passent ce cap de l'hypercroissance? Quel défi cela impose au RH, ce moment-là précisément? L'hypercroissance, elle se confronte encore plus que les autres, qui y sont confrontés aussi, à la pénurie de talent, qui est un problème structurel depuis plus de 10 ans et qui va continuer.
Alors, l'année dernière, c'était particulièrement difficile. Sur 2021, ça a été vraiment très, très dur. Alors, quand on doit tripler ou quintupler les effectifs, il faut les trouver. Donc, c'est vrai que nous, on est bien positionnés pour trouver ces talents-là. D'autant qu'on les sélectionne pour qu'ils soient vraiment adaptés à ce type d'entreprise qui ont besoin de beaucoup d'agilité et qui ont besoin en plus de gens qui vont progresser à la vitesse de la boîte, ce qui est un vrai challenge. Mais justement, moi je parlais tout à l'heure des erreurs à éviter, erreurs de casting, peu de temps accordé aux nouveaux talents une fois arrivés. Quelles sont souvent les erreurs commises, en tout cas par les entreprises dans ces moments-là, voilà, où on se retrouve à multiplier par 3, par 4, par 5 nos effectifs. Les erreurs courantes, ce sont lesquelles? Alors, en fait, pour moi, il y a 2 grands enjeux. Mais le premier, disons que c'est la formation. Il faut former les managers à recruter, à manager, à onboarder, et tout ça, c'est pas du vaudou. Il y a des techniques, il y a des méthodologies sur lesquelles nous on est particulièrement attentifs et on forme. On aura formé 400 personnes là sur sur 2022. C'est important d'équiper les managers à être capable d'onboarder, de faire des toolkits d'onboarding, d'avoir de la méthodo, d'accueillir les gens avec un programme. Et puis après, c'est important d'avoir un track carrière et un track de formation dans la durée qui permettent aux gens de progresser. Parce qu'en fait, ce que je vous disais, c'est que pour moi, il y a 2 grands enjeux dans le recrutement. Si on veut arriver à sourcer plus de candidats que ses voisins, et pour les entreprises en hypercroissance, je pense que c'est important, c'est d'être capable de répondre à un souci de gain d'expertise. Parce que pourquoi est-ce qu'il y a pénurie? C'est démographique, mais c'est aussi parce que les métiers s'expertisent beaucoup. Les devs, ça se voit beaucoup, mais pas que. Sur tous les métiers, il y a besoin de beaucoup d'expertise. Et les candidats cherchent ça, à gagner en expertise pour pouvoir être le plus utile possible. Donc il faut être capable de construire des plans de carrière et des plans de formation qui soient attractifs pour les candidats et utiles. Et le deuxième sujet, pour être vraiment plus attractif que ses voisins, c'est de donner du sens aux candidats. En France, on a une particularité, un peu plus qu'ailleurs, c'est vrai un peu partout, mais en France, Monster disait que 41% des candidats privilégiaient la question du sens aux autres questions. Alors, je ne dis pas qu'il faut arrêter de payer les candidats parce que vous n'en trouverez pas. Mais le sens est important. Et le sens, c'est pareil. Il y a de la méthodo pour formaliser le sens que l'on donne à son travail collectif d'entreprise. Et là aussi, on aime bien accompagner les entreprises sur... Mais finalement, c'est quoi ce que vous proposez au monde et qui va attirer les candidats parce que vous êtes tous alignés. En plus, l'énergie que ça décuple chez les candidats, c'est pas du tout la même. Donc vous les accompagnez sur ces 2 parties-là, c'est-à-dire la recherche de talent, le recrutement, faire matcher la bonne entreprise, le bon candidat, et ensuite après sur cet aspect suivi, puisque vous le disiez, c'est aussi important, non pas juste de recruter, mais de le faire rester, ce salarié au sein de l'organisation. La formation et l'accompagnement des dirigeants sur tout ce qui va être raison d'être de l'entreprise, et puis communication entre les personnes. En fait, on a 3 piliers, c'est se connaître soi-même, connaître ses interlocuteurs pour bien travailler avec eux, et travailler ensemble à quelque chose d'utile dans le collectif. Donc être capable de mobiliser un collectif sur quelque chose qui a du sens pour tous. On va terminer sur cette mobilisation du collectif. Merci beaucoup Caroline Paillot d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Job. Je rappelle, vous êtes la CEO et fondatrice d'Ination Programme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite sur Bismart, même très vite, même tout de suite dans Smart Éducation. Je voulais remercier Nicolas Juchat de m'avoir aidé à préparer cette émission. Très bonne journée à tous sur Bismart. À très vite.